Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Restitution des trottoirs aux piétons, de la parole à l'acte. La mairie de la ville a entamé ce jour une vaste opération de démolition des commerces installés le long des emprises sur la voie publique. Des grincements de dents retentissent déjà. Lutte contre le coronavirus dans le Coupé Manengouba, la population boude le vaccin. À peine une vingtaine de personnes ont reçu leur première dose de vaccin dans cette partie du pays. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de nous recevoir chez vous. La ville de Douala, de plus en plus sans trottoir pour les piétons, dans l'impossibilité de circuler. La mairie de la ville est passée à l'action en détruisant systématiquement tous les commerces installés ou construits sur des trottoirs des quartiers Aqua et d'Eido. On fait le point dans ce reportage de Emos Fongo et Seding Ding. La rue, c'est pour tout le monde. S'il n'y a pas d'endroit, vous ne venez pas dans la rue. Quand ils demandent maintenant, on va aller où? Ils étaient où avant? Ils vivaient dans la rue. Le préfet Djouvouri et le maire de la ville n'auront pas mâché leurs mots face aux commerçants. Une descente musclée sur les principaux axes marchands de la ville de Douala, comme ici à l'avenue du 27 août, où l'heure est à l'action. Une phase qui n'est pas du tout du goût des commerçants qui crient leur ras-le-bol. Les gens ne sont pas ici parce qu'ils veulent, mais parce que les conditions de vie ne les permettent pas d'être ici. Et ne les permet pas d'être ailleurs. Mais nous sommes au courant que le super maire est venu nous dire qu'il devait avoir quelque chose comme ça. Mais, et alors, où on va aller? Ces derniers appellent à une initiative du maire de la ville afin de les relocaliser. On demande au super maire de chercher un endroit où nous regarder. Hein? Et de nous, même s'il s'agit qu'ils doivent nous organiser. Même ici, on peut toujours être là. Mais il faudrait seulement qu'on nous organise. Une opération qui fait suite à une campagne de sensibilisation menée quelques mois plus tôt par la mairie de la ville de Douala. Une campagne taille patron qui fait également intervenir le secteur des transports, notamment des taxis et mototaxis, comme ici au rond-point d'Eido dans le 1er arrondissement, où là aussi, il y a comme un goût d'amertume du côté des transporteurs. L'initiative du super maire de Douala, c'est une bonne initiative par rapport au camp de taximan qu'il a trouvé. Mais nous avons les problèmes sur le terrain, parce que quand il pleut, c'est l'inondation totale. On nous encadre pour avoir les passagers, pas nous encadre pas pour être seul. Le passager ne peut pas entrer là-bas quand il pleut. Vous-même, vous ne pouvez pas passer quand il pleut. C'est le véritable problème. Cependant, malgré les revendications de ces derniers, le super maire ne fléchit pas. Ils n'auront que le choix, soit exercer leur commerce normalement, sur les règles de l'art, soit partir de là pour aller ailleurs. Nous passerons, s'il le faut, le reste de notre mandat à mener cette bataille. Je suis certain qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, on finira par la gagner. En somme, une opération qui s'étendra sur la durée avec pour but ultime rendre sa clarté d'antan à la cité capitale économique. Infanticide à Bafoussam Ier, un nourrisson de sexe masculin retrouvé mort ce matin au lieu dit Gabonbar. La population choquée s'interroge sur les motifs d'un tel acte. L'auteur est introuvable, mais une enquête est ouverte. D'autres précisions dans ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Agglutinée autour de ce pont, la population de Banengo Gabonbar, dans l'arrondissement de Bafoussam Ier, sous le choc. Ici, un nourrisson fraîchement né a été retrouvé dans ce ruisseau par un jeune qui cherchait des objets recyclables. Comme il partait chercher aussi les habits, il a ouvert, il a vu l'enfant. Il était emballé d'un papier. Il ne savait pas ouvrir un papier, il a ouvert, il a fui. Il a appelé mon oncle. C'est deux voisins qui sont venus très tôt ce matin toquer à ma porte. Bon, disant qu'il y a un bébé qu'on a trouvé au niveau du pont. Bon, parce qu'ils savaient que je suis le responsable, que je suis le chef de service d'hygiène de la commune de Bafoussam Ier. En colère, les habitants de ce quartier ne trouvent aucune raison fondée pour accorder des circonstances atténuantes à l'auteur de cette cruauté. Une femme qui porte 9 mois une grossesse et décide de mettre dans l'eau comme ça, elle est démon. Vraiment, aux yeux de la nation, vraiment, ça c'est ridiculer la nation. C'est ridiculer les femmes, et les hommes même aussi en plus. Qu'on va sensibiliser toutes les femmes et connaître comment les sensibiliser. Une mère d'enfant comme nous, tu portes 9 mois. Tu portes 9 mois, la douleur d'accouchement, mon père, tu vas lancer dans le pont, vraiment, c'est une criminelle, vraiment. Elle ne mérite pas de vivre, mon père. Parfois, elle ne veut pas l'enfant, parfois, peut-être le père l'a abandonné avec la grossesse.
Et elle n'a pas aussi de famille pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Mais ce n'est pas une raison. Parce que même si ça avait les caca, mon enfant va grandir. Même si je n'ai pas de couche, même si je n'ai pas de lait, je veux attacher au pain de fesses de l'enfant là. L'enfant va grandir, mon père. Qui serait cette femme ayant décidé d'abréger la vie d'un être humain à peine arrivé sur Terre? Une enquête a été ouverte. En attendant qu'elle permette éventuellement de mettre la main sur la maman cruelle, la dépouille du nourrisson a été récupérée par les sapeurs-pompiers pour inhumation. 2 amis tués par la foudre en Tuy, Marie-Valentine et Rosine, ont trouvé la mort alors qu'elles se trouvaient dans leur champ. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo. La morgue de l'hôpital de Ntui s'est avérée bien étroite pour accueillir nombre d'habitants du chef-lieu du département d'Umbam et Kim, accourus en ces lieux où sont gardées les dépouilles de Marie-Valentine Ena et de Béatrice Ondobo. Les 2 victimes ont trouvé la mort dans leur plantation après que la foudre s'est abattue sur elles. Nous sommes partis au champ. On a parti là, il est parti nous monter l'endroit là. Donc on commençait à défricher. Elle ici, elle est partie dans son champ de manioc pour aller travailler là-bas. C'est Clarisse qui prend le voisin Bamenda pour aller travailler dans son champ. Et quand Bamenda a senti dans le tonnerre, il est donc remonté. C'est lui qui vient maintenant découvrir les corps touchés. Ma femme et Clarisse qui nous avaient donné le terrain pour travailler. C'est donc les mois dans leur famille où l'on n'en revient pas qu'un tel drame ait pu survenir. Le mystère d'autant plus grand pour les proches des victimes à la vue des dépouilles mortelles. Quand j'ai vu le corps d'abord sur la moto, elle était vraiment comme quelqu'un, seulement la pluie qui a touché vraiment le corps, comme la pluie qui a mouillé quelqu'un. Mais je sais souvent que bon, comment, selon aussi comme ici aussi les gens disent que quand le tonnerre frappe quelqu'un, le corps devient noir, le corps se transforme. Donc quand je vois le corps est intact, elle a tout son corps, elle a un teint clair, elle était en brousse avec sa copine. Donc le tonnerre a fendu l'arbre, c'était où assise, elle avait le seau sur la tête et là on a trouvé qu'elle était couchée. L'arbre qui était à côté d'eux était fendu en 2. Néanmoins, les familles s'en remettent à la providence dans cette affaire. Si c'est Dieu qui a voulu, tant mieux. Si c'est l'homme qui a fait, c'est à Dieu que je présente cela. Une enquête prescrite par le procureur de la République a été ouverte pour en savoir davantage sur les circonstances de ce drame. Prévention contre le Covid-19, les populations du Coupé Manengouba bourdent le vaccin. À peine une vingtaine de personnes ont reçu leur première dose de vaccin un mois après le lancement de la campagne. Comment comprendre cette résistance au vaccin? Élément de réponse dans ce reportage que signent Nadine Yambou et Jacques Molon. À Bangem, dans le département du Coupé Manengouba, les populations se montrent toujours réticentes à se faire vacciner contre le coronavirus. Un faible engouement dû en grande partie aux spéculations et polémiques autour des vaccins, largement diffusés sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore pris. J'ai d'autres de prendre ça parce que à certain temps j'ai suivi que ça donne les maladies. J'ai un peu peur de prendre ça parce que je ne sais pas comment ça doit aller. Plus d'un mois après le lancement de la campagne de vaccination dans cette localité, seule une vingtaine de personnes ont accepté de se faire vacciner. Pour redonner confiance aux populations et susciter une adhésion massive, les autorités administratives misent sur des campagnes de sensibilisation. On est en train de faire l'effort pour vacciner les gens. C'est vrai que les nombres sont petits, mais on pense qu'avec ces sensibilisations, les gens vont venir prendre les vaccins. Nous avons remarqué que le taux de vaccination contre le Covid jusqu'à présent était assez faible. Et c'est pour cette raison que le chef service de santé du district de Bangem a organisé cette séance solennelle de vaccination des populations de Bangemville. Et c'est pour cette raison que nous sommes sortis une fois de plus pour sensibiliser nos populations pour qu'elles puissent prendre ce vaccin qui est le seul moyen de se prémunir contre cette pandémie. Le Coupé Manengouba totalise 45 cas positifs au coronavirus, dont 32 à Bangem, sur les 2553 personnes dépistées.
Les autorités administratives encouragent les populations à maintenir le respect des mesures barrières. Où en est-on avec la création de l'Agence africaine de médicaments, cette institution panafricaine plus qu'urgente pour le continent dans sa politique de contrôle du médicament à l'heure de la Covid-19. L'émissaire de l'Union africaine Michel Sidibé était au Cameroun pour rencontrer le chef de l'État Paul Biya, Joël Essengue et Guizogo. La création de l'Agence africaine des médicaments est désormais une priorité pour l'Union africaine. Le professeur Michel Sidibé, en qualité d'envoyé spécial de l'Union africaine, chargé de conduire la mise en place de cette agence, lequel séjourne au Cameroun, précise le chemin déjà parcouru dans cette entreprise. On a parcouru une quinzaine de pays pour essayer de rencontrer les leaders politiques au plus haut niveau. La nécessité de ratifier le traité qui va nous permettre de faire en sorte qu'on puisse mettre l'agence sur pied. Une douzaine de pays qui l'ont ratifié, inclut le Cameroun il y a quelques jours de cela, et on pense que lorsque nous aurons les 15 ratifications, le traité rentre en vigueur. Selon ses explications encore, alors que la Covid-19 a rebattu les cartes sur la scène sanitaire mondiale, cette agence est d'une urgence indéniable. L'Afrique a besoin d'une diplomatie de la santé forte. Et cette agence peut nous aider justement à repositionner la voix de l'Afrique, à faire en sorte qu'on puisse se battre pour réduire le déficit qu'il y a aujourd'hui en termes de production de médicaments. Nous ne produisons que 3% des médicaments que nous consommons aujourd'hui. Il ajoute que la gravité de la situation est telle qu'il faut en arriver au constat d'une fracture entre le Nord et le Sud en matière sanitaire. On est devant une fracture entre le Nord et le Sud. L'Afrique aujourd'hui n'a pu donner le vaccin qu'à pratiquement 35 millions de personnes, la première dose. 8 millions seulement ont eu les 2 doses et nous avons 1,2 milliard d'Africains qui attendent le vaccin. Cela se traduit, d'après Michel Sidibé, par le peu d'intérêt des pays développés face aux urgences sanitaires de l'Afrique qui devraient donc s'en charger elles-mêmes. Nous avons par exemple le paludisme, on l'a découvert il y a 142 ans en Algérie, en Afrique, on n'a toujours pas de vaccin, on n'a toujours pas... Ce n'est pas la priorité du Nord. Donc il faut qu'on arrive à africaniser la recherche et le développement. Deuxièmement, ça va nous aider à avoir les standards et bien sûr et mettre en place les normes, tout ce qui est régulation pour permettre justement d'avoir un environnement, un écosystème qui va aider à combattre les faux médicaments, mais surtout aussi attirer pour les investisseurs pour produire le médicament et le vaccin en Afrique. Il reste donc au continent africain de passer le cap de ce nouveau challenge. Il faut l'espérer dans des délais raisonnables. Les parents des enfants drépanocytaires en ordre de bataille rangée contre la maladie. Ils viennent de mettre sur pied une association en vue de fédérer les efforts pour une entraide dans un contexte de cherté des médicaments de la drépanocytose. D'autres précisions dans ce reportage de Farel Bounia, Jean-Blaise Noupayé et Nadine Yambou. La mort silencieuse des enfants drépanocytaires et le fâcheux problème de leur prise en charge sont des problématiques qui désemparent les parents des victimes dans l'extrême nord. Une situation qui amène les familles à mobiliser les fonds conséquents pour une survie de leur progéniture. Vraiment, avec un enfant drépanocytaire, je rencontre beaucoup de difficultés. Surtout quand l'enfant, quand la crise revient à un enfant, ça devient autre chose. De 18, des fois de 19 jusqu'à l'aube, vraiment je n'arrive même pas à dormir. L'enfant pleurait avec les douleurs intenses. Même avec un enfant drépanocytaire, vraiment ça ruine la famille. Vous avez peut-être un lot d'argent, ça finit. Bon, en tant que parents, nous demandons qu'il y ait quand même la prise en charge par le gouvernement. Vraiment, l'affaire qu'actuellement nous sommes en train de souffrir, voir les enfants, même juste acheter l'acide folique, les 1700, vraiment ça nous coûte cher. Donc il y a aussi la transfusion sanguine, vraiment beaucoup de choses qu'on rencontre, beaucoup de problèmes qu'on rencontre avec nos enfants drépanocytaires. Face à l'inertie des pouvoirs publics,
Les parents d'enfants drépanocytaires de Marois ont entrepris de se linker autour d'une corporation afin de matérialiser une solidarité pouvant sauver des vies. D'ailleurs, ils ont tenu à manifester leur mécontentement sur la surenchère des médicaments et la transfusion sanguine, pas à la portée de toutes les bourses, selon les experts. Il se trouve donc que les familles sont pauvres et qui n'ont même pas souvent de l'argent pour acheter de l'acide folique. Ils ont des difficultés parce que la prise en charge est chère. Parce qu'un drépanocytaire, lorsqu'il est malade, il est souvent anémié et ça nécessite des transfusions. Et une transfusion coûte cher. Si jamais une action magnanime doit être opérée selon les spécialistes, elle consisterait à donner accès aux produits à ces milliers de malades drépanocytaires. Il s'agit ici de baisser un peu le coût de certains produits et certains intrants pour permettre aux familles des drépanocytaires, n'est-ce pas, de venir à bout des difficultés qu'ils ont. C'est des difficultés financières. Même si la santé n'a pas de prix, pour les familles des drépanocytaires, elle coûte cher. C'était plutôt un reportage de Martin Abanda. Des agents enquêteurs sur le terrain dans les 10 départements de la région du centre. C'est dans le cadre de la 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel dont l'objectif est de disposer des informations actualisées pouvant permettre au gouvernement d'adresser plus efficacement les problématiques liées à l'emploi. Le lancement de cette opération vient d'être présidé par le secrétaire général de la région du centre en présence de toutes les administrations impliquées. Je vous propose de suivre ce morceau choisi du chef d'agence régionale de l'Institut national de la statistique et du secrétaire général de la région du centre, Ferdinand Evina et Simon Etzil au micro de Marcelin Ganson. Les autres enquêtes nous ont fait ressortir certains indicateurs sur l'emploi et le secteur informel il y a 5 ans. Et maintenant, nous recherchons encore comment endiguer le sous-emploi au Cameroun, le chômage également. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour lancer une nouvelle enquête en 2021. Vous savez, l'emploi, c'est quelque chose de fluctuant dans un pays. Donc on ne peut pas dire qu'on va résoudre parce qu'il y a toujours le chômage, il y a toujours des gens qui cherchent le travail. Donc les anciennes enquêtes ont permis au gouvernement de prendre certaines décisions. Et maintenant encore, nous repartons sur le terrain parce que nous avons une autre feuille de route. Les travaux de collecte des données s'étendront jusqu'au début du mois de juillet. Les agents de collecte dont des données ont été recrutés, bien armés, bien formés. Et ils sillonneront les localités retenues en vue de recueillir les données dans les 10 786 ménages sélectionnés de façon aléatoire sur l'ensemble du territoire de notre région. La préparation technique de cette enquête a été possible grâce à la collaboration de la plupart des administrations en charge de la promotion de l'emploi et celles qui œuvrent pour la formalisation des entreprises. Les parlementaires originaires de la Damawa se mobilisent pour mettre fin au phénomène d'enfants sans acte de naissance. Ils viennent de lancer une campagne dénommée « Un enfant, un acte de naissance ». Il s'agit, à travers cette initiative, de favoriser la scolarisation dans cette partie du pays. Jean-Blaise Noupéé, Farel Bounia et Nadine Nyambo. Dans la région de la Damawa, le taux de scolarisation demeure faible comparé aux autres régions du pays. Plus de 112 000 enfants dans cette partie du pays sont privés d'éducation faute d'acte de naissance, selon les chiffres du Bureau national d'état civil publiés en 2019. Le problème est vraiment si grave et interpellateur. Et je crois que sans acte de naissance, on ne peut pas déposer un dossier de concours. Au lieu de se faire délivrer gratuitement un acte de naissance, un enfant qui doit avoir un jugement supplétif doit se faire délivrer à une somme, je crois, à plus de 5 000 francs. Et les parents, généralement, dans l'arrière-pays, alignent jusqu'à 3, 4 à 5 enfants sans acte de naissance. Dans le pays, vous n'existez pas quand vous n'avez pas l'acte de naissance. Dès que l'enfant est né, il ne faut pas retarder. Il faut immédiatement lui donner l'occasion d'être camerounais. Au Cameroun, environ 1,7 million d'enfants à travers le pays ne possèdent pas d'acte de naissance. Et les régions septentrionales détiennent la palme d'or, redoutant des conséquences à court et à long terme sur la scolarisation des enfants
Les sénateurs originaires de la région de la Damawa ont saisi l'occasion de la tenue du conseil régional pour lancer une opération « Un enfant, un acte de naissance ». Une somme de 23 millions de francs CFA a été remise aux 21 communes en vue de faciliter l'établissement de ce document capital. Les conseils municipaux, que chacun s'implique afin que dans sa localité, les enfants puissent avoir les actes de naissance, afin qu'eux aussi, au moment qu'ils vont nous remplacer, qu'ils ne disent pas « nos parents nous ont abandonnés, aujourd'hui on a des problèmes ». Les travaux de la première session du conseil régional de la Damawa ont débouché sur l'adoption d'un budget évalué à 3 milliards de francs CFA et la priorité est mise sur l'éducation. La ville de Thiang, de plus en plus confrontée à la transformation des ordures ménagères et l'assainissement. Cette municipalité de la région de l'Ouest vient de se doter de nouveaux équipements en vue d'accroître à 30 tonnes la capacité de compostage des déchets sur les 2 sites opérationnels dans la ville. Le ministre de la décentralisation et du développement local était à Thiang voir de près ces nouvelles installations réalisées dans le cadre de la coopération décentralisée commune et partenaires extérieurs. Georges Elanga Obam s'est dit impressionné par la qualité de l'ouvrage réalisé. Je vous propose d'écouter tour à tour le ministre Georges Elanga Obam et le maire de la commune de Thiang. La coopération décentralisée est quelque chose d'essentiel pour laquelle personne ne doit faire ostentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est question de savoir que l'État n'a plus tous les moyens nécessaires pour accompagner les collectivités. Et les collectivités maintenant ont cette possibilité via la coopération décentralisée sur le plan interne, sur le plan externe, pour pouvoir mobiliser un certain nombre de ressources. Il était extrêmement important que nous venions à Thiang aujourd'hui pour rendre compte de ce que la décentralisation peut apporter comme solution aux problèmes auxquels nos populations sont confrontées. Nous sommes également dans la capacité de faire la démonstration de ce que l'on appelle la coopération décentralisée, parce qu'avec le concours de la France, avec le concours de l'Union européenne, c'est aussi l'occasion de dire que les exécutifs communaux, les populations qui les soutiennent, veillent à faire en sorte qu'à partir des territoires, on ait des solutions durables. Et sur le chemin de la CAN, intéressons-nous ce soir au développement du football en Afrique du Sud. La pratique de ce sport avait connu un frein à son envol, l'apartheid. 4 fédérations pour diriger séparément 4 championnats raciaux dans le pays. Curiosité d'une discrimination raciale dans le foot avec Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Sanibona, sanibingelela, sanibona, nongego lomoze seani bingelela. Sanibona, nongego lomoze, sanibona, sanibingelela, sanibona. À Johannesburg, 2 mondes se croisent maintenant dans les rues sans jamais se regarder dans les yeux. Les Blancs et les non-européens qui englobent les hindous malgré les continuelles et solennelles protestations du président Nehru à l'ONU. Tramways pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amende. D'autres autobus, d'autres tramways, même des bancs de square sont interdits aux Noirs sous peine d'amende. Couloirs pour les Noirs, escaliers pour les Blancs. Train pour les Noirs, la séparation est totale. Certains trouvent inutile pour nous de parler paix et non-violence. De la première équipe nationale constituée en 1897 uniquement de joueurs blancs, l'Afrique du Sud reste plus que séparée dans la pratique du football. Les différentes races du pays évoluent chacune dans son couloir, à l'image des multiples fédérations existantes. The membership was owned by the white. Seuls les Blancs avaient une association légale, la FASA. Du fait de l'apartheid, il existait 4 fédérations. Une pour les Blancs, une pour les Noirs, une pour les Indiens et une pour les Métis. C'était bien séparé.
Dans cette division, il n'est pas question pour les Blancs de se mélanger aux Noirs, fût-ce l'instant d'un match de football. D'ailleurs, cette triste réalité en sera ainsi, en club comme en équipe nationale, jusqu'à la première Coupe d'Afrique des Nations de football au Soudan, préférant être suspendu du tournoi que de présenter une équipe multiraciale. Comme en témoigne Tadele Tessema, dont le père Inekachu Tessema en était très remonté. En souvenir de la colonisation italienne, il a refusé en leur disant « Si vous ne pouvez pas participer avec une équipe multiraciale, non seulement vous serez disqualifié du tournoi, l'Afrique du Sud sera radiée de la CAF. Si vous ne voulez pas être avec vos Noirs, comment allez-vous jouer contre les nôtres? La discrimination dans les services publics, les écoles et les transports en commun commence à irriter les Noirs qui n'en peuvent plus. L'exemple de lutte pour les droits civiques avec Rosa Parks et Martin Luther King aux États-Unis galvanise les Noirs à protester durement contre un ordre de répression et d'injustice établi. Dans le foot au quotidien, Noirs, Indiens, Métis et descendants d'esclaves malais prêchent par l'action en fondant une fédération régie par des textes ne faisant nullement allusion aux couleurs de peau. Au milieu des années 1960, le public jubile de voir des équipes mixtes jouer le même championnat, avec dans les rangs d'un des clubs un milieu de terrain blanc du nom d'Eric Tinkler. Son acte lui vaut le surnom de Nelson Mandela. Une vraie gifle à la face de l'apartheid qui soutenait que la ségrégation, c'était la garantie de la paix sociale, déclarait l'historien du football, Pierre Allegui. Redoutant l'utilisation du football comme moyen d'affranchissement et de libération des Noirs, dès 1963, l'administration blanche de l'apartheid ferme les terrains de foot aux Noirs, fait arrêter des militants nationalistes, à l'instar de Nelson Mandela, des joueurs du mythique Orlando Pirates et les officiels de la South African Soccer Federation, tous emprisonnés à Robben Island, où la pratique du foot leur est interdite. Nelson Mandela et ses compagnons de lutte ne baissent pas les bras. Pour eux, un seul mot, le combat continue. Ce programme vous a été offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du 20h, Orange Cameroun aux côtés des artistes. La compagnie de téléphonie mobile vient de lancer une compétition de musique urbaine baptisée Star News Urban Hit Show en vue de primer les meilleurs qui obtiendront le plus grand nombre de votes des internautes. Il s'agit par cette initiative de soutenir ces artistes en ces temps de vaches maigres créés par la pandémie de Covid-19. Reportage. Orange Cameroun offre une fleur aux artistes de la musique urbaine à travers son nouveau concept, le Star News Urban Hit Show. Ne pouvons presque plus se mouvoir en cette période de crise sanitaire dans un environnement inédit en termes de restrictions et d'opportunités d'affaires. L'entreprise citoyenne de téléphonie mobile avec ses partenaires Star News et Direct Prod embarque les jeunes dans une nouvelle aventure. En tant que soutien historique de la culture et aussi en tant que leader des entreprises multiservices numériques, Orange aujourd'hui s'est proposé de tirer profit des opportunités de la technologie pour permettre aux artistes de compenser le manque à gagner découlant de la crise Covid afin de permettre aux artistes de s'épanouir un peu mieux dans notre environnement. Donc globalement, Star News Music Urban Hit by Orange, c'est des chaînes monétisées sur lesquelles des artistes vont déposer des contenus et le public pourra accéder à ces contenus à travers un numéro court. Et une fois que les revenus seront générés sur le numéro court, ceux-ci seront répartis entre les différents artistes du programme. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables aujourd'hui de promettre que les artistes gagneront des lots importants. Le Star News Urban Hit Show by Orange est donc une compétition musicale mettant en lice 20 artistes sur la plateforme Star News, organisée en 2 phases. La première étape avec des artistes confirmés, la seconde avec des artistes en herbe. On voudrait soutenir
la musique qui est un domaine sinistré aujourd'hui avec la crise sanitaire et encourager les célébrités et les artistes à avoir du revenu autrement que comme ils savaient le faire. Donc aujourd'hui, ce qui est mis en compétition, c'est gagner 20 millions de francs CFA pour le premier qui aura recruté le plus sur sa chaîne. Ensuite, le deuxième prix, 10 millions de francs CFA et le troisième prix, 5 millions de francs CFA, pardon. Et aussi les abonnés qui, justement, c'est eux le cœur du projet, qui vont voter, seront gratifiés de par leur engagement. Et chaque semaine, ils ont la possibilité d'avoir une gratification de 100 000 francs CFA. Et à la fin du projet, de la première partie du projet qui va se terminer le 18 septembre, ils vont gagner 1 million de francs CFA pour les meilleurs fans du projet. La compétition s'annonce rude et la vague d'artistes retenus ne cache pas son enthousiasme. Je me sens d'abord très excitée aujourd'hui, très contente pour l'initiative et je pense que c'est un truc qu'on doit prendre vraiment au sérieux parce que comme le monsieur a dit tout à l'heure, pendant la crise, nous les artistes on souffre beaucoup durant cette crise sanitaire et c'est une occasion en or pour nous de pouvoir se relever un tout petit peu. Donc maintenant ce sera à nous de faire le travail que voilà on a l'habitude de faire, donc c'est juste un remake qu'on va faire mais sur une autre plateforme et je pense que ça sera quelque chose de très bien. Pour moi c'est un honneur d'être là, d'être sélectionné parmi ces artistes de renom qui sont avec moi, mes collègues là, pour ce magnifique concept. Donc voilà, donc on est là pour ça, on va donner le meilleur de nous pour inciter le maximum de fans et avoir le maximum d'audience pour que les choses se passent super bien. Ce que je veux dire déjà que c'est un projet qui est louable dans la mesure où ça va nous aider à payer les factures parce qu'en fait avec la pandémie tout s'est arrêté. Donc si là on nous permet déjà de distribuer du contenu et de le monétiser, ça va, c'est notre travail de chanter, de produire le contenu, donc ils nous permettent juste de travailler de façon plus aisée. Donc. Le projet Star News, pour moi c'est un très bon projet, c'est un projet qui va, avec l'appui d'Orange, ça va booster encore un peu plus la musique urbaine camerounaise et donner la possibilité aux fans surtout de pouvoir, tu sais, les fans qui sont souvent ceux qui portent les artistes mais qui sont souvent relayés au dernier plan, de pouvoir pour une fois profiter pleinement du fait qu'ils soient fans des artistes de musique urbaine camerounaise en leur permettant de gagner beaucoup d'argent. Le Star News Urban Hit Show by Orange s'étend sur une période de 5 mois allant du 21 juin au 27 novembre 2021. Les cagnottes reviendront aux artistes qui auront cumulé le plus grand nombre d'abonnements sur leur chaîne. Les abonnés les plus actifs recevront également des lots en guise de récompense. Et ce public reportage met un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Roger Mbassadine restitue les trottoirs aux piétons de la ville de Douala. L'opération baptisée « Rendons le trottoir aux piétons » a pris effet ce jour à Douala. Le maire de la ville et le préfet ont procédé systématiquement à la destruction des commerces construits ou installés le long des emprises sur la voie publique. Une opération qui suscite des grincements auprès des commerçants qui demandent au super maire Roger Mbassadine de leur trouver un autre site pour qu'ils exercent leur activité quotidienne. Serge Alonto. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe. Très bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain. 20h.